Bonjour, pour un nouveau cours concernant les SVT, deuxième bac, toujours concernant deuxième unité, information génétique et génie génétique. Chapitre 1, le concept de l'information génétique, et on va chercher une autre problématique à étudier. Chaque espèce se définit par un ensemble de caractères spécifiques, présents chez tous les individus. Donc les espèces sont caractérisées par des caractères spécifiques pour chaque espèce. Et que chaque individu présente des caractères individuels. Voilà l'espèce humaine, donc chaque individu a des caractères qui sont individuels. Tous ces caractères sont contrôlés par un programme génétique contenant dans une molécule d'ADN, localisée au niveau d'un chromosome bien déterminé, et qui représente l'ensemble des instructions codées nécessaires à réaliser tous les caractères du futur individu. Donc remarquez ici, la cellule œuf va se diviser par mitose pour donner un nouveau individu qui a ses caractères spécifiques à lui. Même ces cellules sont spécialisées. Donc les cellules de foie, cellules du tissu osseux, cellules sanguines, cellules de peau et cellules nerveuses. Toutes ces cellules ont la même information génétique. L'ensemble des cellules d'un individu obtenu par mitose possèdent dans leur noyau le même patrimoine génétique, et pourtant ces cellules sont spécialisées et n'ont pas la même fonction. Cette spécialisation cellulaire est le résultat de l'expression différentielle de l'information génétique contenue dans son ADN. Donc, comme problème, comment l'information génétique de l'ADN contrôle l'apparition d'un caractère donné? Et quelles sont les structures cellulaires impliquées dans l'expression de l'information génétique? Comme première activité, on va chercher à définir des notions telles le caractère héréditaire, le gène, allèle et mutation. Pour cela, on va commencer par l'activité 1.1, étude d'un cas. Document 1. Certains caractères sont héréditaires. Voyez, pour les oiseaux, ils ont des caractères héréditaires qui caractérisent cette espèce. De même pour l'espèce humaine. Se transmettent de génération en génération, alors que d'autres caractères sont acquis et ne sont pas héréditaires. La musculature, bien sûr, on l'acquit par des entraînements. Les caractères spécifiques sont des caractères communs à tous les êtres d'une espèce et les caractères individuels sont des caractéristiques de l'individu. Souvent, ces caractères présentent des variations individuelles qui déterminent le phénotype de chacun. Cela suppose des variations individuelles de l'information génétique et que chaque caractère héréditaire résulte de l'expression d'une information génétique. Par exemple, chaque être humain possède un groupe sanguin. C'est un caractère héréditaire. Il existe pourtant 4 variations possibles de caractères du groupe sanguin chez l'homme. Le groupe sanguin A, B, AB et O. Chacun de nous appartient à l'un d'eux et le conservera toute sa vie. Ce caractère n'est pas modifié par l'environnement. Le gène responsable du caractère du groupe sanguin est situé sur la partie inférieure du chromosome 9. Comme question, à partir du document 1, donnez une définition à un caractère et donnez des exemples. Donner une définition à un gène est schématisé par un rectangle l'emplacement du gène, groupe sanguin par exemple. On déduira combien d'exemplaires se trouve le gène responsable du groupe sanguin dans les cellules de chaque individu et d'où ils proviennent. Définition d'un allèle, définition d'une mutation, en précisant les différents types de mutations et les causes. Schématiser les 2 paires de chromosomes 9 possibles pour l'individu du groupe A. Localiser et annoter les allèles portés par les chromosomes pour chaque cas, définir la notion du phénotype et ses différents niveaux d'organisation et la notion du génotype et sa convention d'écriture. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour bien sûr répondre tout seul et démarrez-la après pour continuer votre cours. Si on cherche à définir un caractère. Dans un caractère, individuel ou spécifique désigne une particularité physique ou une caractéristique externe ou interne qui se retrouve chez tous les membres d'une même espèce et qui peut être observable à l'œil
par exemple la taille, la couleur du cheveu, la couleur de la peau, etc., au nom, c'est-à-dire déterminé par des analyses telles le groupe sanguin. Un gène. Un gène est un fragment de la molécule d'ADN responsable de l'apparition d'un caractère donné, puisque ici on vous donne que le gène responsable du caractère correspondant au groupe sanguin est situé sur la partie inférieure du chromosome 9. Donc le chromosome 9 porte plusieurs gènes et un de ces gènes est responsable du groupe sanguin. Donc le gène est un fragment de la molécule d'ADN responsable de l'apparition d'un caractère donné et chaque molécule d'ADN porte un certain nombre de gènes différents caractérisés par leur position sur le chromosome appelé locus. C'est-à-dire leur position est appelée le locus. Et l'ensemble des gènes constitue ce qu'on appelle le génome. Un allèle est une version d'un même gène, ce qui détermine un nouveau aspect du même caractère. Dans le cas du groupe sanguin, on constate qu'il y a 3 exemplaires des gènes responsables du type de groupe sanguin. Il y a l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Et tout cela, on les appelle bien sûr des allèles. Alors qu'une mutation, c'est toute variation ou changement qui affecte le gène. L'ADN, la succession c'est-à-dire le gène, donc l'ADN ou la succession des nucléotides, donnant de nouveaux allèles appelés mutés, donc de nouveaux caractères. La mutation est imprévue, spontanée, rare et héréditaire. La mutation étant une modification au hasard de la séquence des nucléotides de l'ADN, constitue donc un gène et on distingue 3 types principaux de mutation. Soit par substitution, c'est-à-dire changement d'un nucléotide par un autre nucléotide, par délétion, suppression ou perte d'un ou de plusieurs nucléotides de l'allèle, par addition, c'est-à-dire ajout ou addition d'un ou plusieurs nucléotides dans l'allèle, c'est-à-dire insertion d'un nucléotide supplémentaire. Dans les conditions naturelles, les mutations sont très rares et sont dues à des erreurs de réplication des nucléotides, c'est-à-dire pendant la phase S. Dans les conditions expérimentales, les mutations sont induites par l'exposition à des agents physiques tels que les radiations ionisantes, par exemple rayons X, rayons ultraviolets ou les rayons gamma, ou des agents chimiques tels que le benzène, l'acridine, etc. Dans le cas du groupe sanguin, il y a 3 allèles du gène responsable du type du groupe sanguin A, B et O. Ces allèles proviennent des modifications produites au niveau du gène et qu'on appelle mutation. Remarquez ici la couleur des yeux. Le gène responsable de la couleur des yeux brune, le voilà. Alors s'il y a mutation, on va avoir un gène de couleur aux yeux bleus. Et comme responsable de cette mutation, c'est une variation au niveau de ce gène. Donc GC, et là est devenu CG. Donc il y a une inversion, donc, ou une substitution. Même pour l'homme, la couleur des yeux, vous voyez là la couleur brune, l'allèle responsable, et la couleur bleue, l'allèle responsable. Remarquez ici, il y a une substitution de AT en CG. On nous demande de schématiser. Dans une espèce donnée, pour un gène donné, il existe plusieurs allèles. La majorité des gènes sont polyalléliques. Mais chez un organisme diploïde, comme l'homme par exemple, les chromosomes existent en 2 exemplaires, paires de chromosomes homologues. Il y a donc pour chaque gène 2 versions, 2 allèles situés au même locus sur les 2 chromosomes homologues. Voir la représentation. Voilà par exemple la représentation pour un gène. Et vous voyez, il y a même locus, même emplacement sur le même gène. Celui-ci provient de la mère et celui-ci provient du père. Un homme de groupe sanguin A peut avoir comme allèle soit AA, soit AO. Donc il peut avoir AA, soit AO. S'il a AA, il est homozygote. S'il a AO, il est hétérozygote. L'ensemble des allèles AA ou allèles AO constitue ce qu'on appelle le génotype, qui est l'ensemble des allèles que possède l'individu, et le groupe sanguin apparent, c'est-à-dire le groupe sanguin A qui apparaît, c'est-à-dire le caractère observable, constitue ce qu'on appelle le phénotype. Donc le génotype peut être soit homozygote, s'il est AAOOO, soit il est hétérozygote, s'il a bien sûr les 2 allèles différents AO ou BO, ou bien sûr AB. Le couple d'allèles maternels et paternels d'un gène donné constitue le génotype, et l'expression du génotype se traduit par un phénotype. Le phénotype est une caractéristique de l'individu pouvant être de nature physique, tissulaire, cellulaire ou moléculaire.
Il existe donc plusieurs niveaux de phénotype, qu'ils soient visibles ou non. Remarquez ici le groupe sanguin A, le groupe sanguin B et le groupe sanguin O. Donc l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Vous voyez, ce sont les mêmes allèles du même gène qui occupent le même locus, le même emplacement sur le même chromosome. Donc l'individu qui est du groupe A peut être soit AA homozygote, soit AO qui est hétérozygote. BB ou BO pour le groupe B. BA pour le groupe AB et OO pour le groupe O. Donc le groupe O est toujours homozygote. Alors le AB, ils sont hétérozygotes. La deuxième activité, 1-2. Y a-t-il une relation entre un gène et un caractère? La notion gène-protéine. Pour cela, on va voir deux documents. Document 1, expérience historique de Bedel et Tatum. Ces derniers travaillent sur la capacité d'une moisissure Neurospora crassa à synthétiser un acide aminé, l'arginine. Ils obtiennent par métagenèse dirigée en utilisant des rayons X des souches mutantes présentant chacune une déficience enzymatique qui empêche les cellules de catalyser une étape de cette voie de biosynthèse. C'est-à-dire que le Neurospora crassa est capable de vivre dans un milieu contenant l'arginine, et même s'il ne contient pas l'arginine, il peut la synthétiser à partir d'un précurseur, nécessitant des enzymes E1, E2, E3 pour passer vers l'ornithine, puis citrulline, puis l'arginine. Le tableau suivant présente la croissance de la souche sauvage et des mutantes sur les différents milieux. Remarquez ici, pour la souche sauvage, vous voyez plus, ça veut dire qu'il peut vivre dans n'importe quel milieu. C'est-à-dire qu'il est capable de synthétiser l'arginine à partir de n'importe quel précurseur. Par contre, pour A, il est incapable des trois premiers milieux et nécessite la présence de l'arginine directement pour qu'il puisse vivre. Donc, il ne peut pas synthétiser ni l'enzyme 1, ni 2, ni l'enzyme 3. Par contre, B, il est capable de vivre dans le milieu contenant la citrulline, parce qu'il est capable de synthétiser les enzymes permettant la synthèse de l'arginine à partir de la citrulline. Par contre, il ne peut pas vivre dans les deux premiers milieux où il y a absence de l'arginine, et même il est incapable de synthétiser l'enzyme nécessaire pour cette transformation. De même pour le cas de C. Donc pour le cas de C, il est incapable de vivre dans un milieu ornithine, ni citrulline, ni arginine. Il ne peut pas synthétiser l'enzyme E1 pour passer du précurseur vers l'ornithine. Pour le document 2, cas de la drépanocytose. La drépanocytose ou anémie falciforme est une maladie héréditaire répandue parmi les populations d'Afrique. Cette maladie est caractérisée par des hématies et des hémoglobines anormales, incapables de jouer leur rôle de transporteur de dioxygène. La cellule sanguine, globule rouge, contient à peu près 300 000 molécules d'hémoglobine et chaque molécule d'hémoglobine est une protéine composée de 4 chaînes de polypeptides, des chaînes alpha composées de 141 acides aminés et des chaînes bêta composées de 146 acides aminés. Le document A et B présente deux fragments d'ADN appartenant à une personne saine et une personne atteinte de la drépanocytose. Donc vous avez ici l'ADN d'un individu qui est sain, la succession des acides aminés de l'hémoglobine. Là, bien sûr, c'est le brin d'ADN pour l'individu qui est atteint par la falciforme, l'anémie falciforme, et ça, c'est son hémoglobine HbS, alors que là, on a HbA. Et là, vous avez des schémas concernant la cellule qui a une forme ronde, donc la cellule normale, alors que celle-ci est en forme de fossile. C'est pourquoi on parle de anémie falciforme. Comme question, à partir des données du document, expliquez comment les travaux de Bedel et Tatum mettent en évidence la relation gène-enzyme-protéine. Deuxième question, à partir des données du document 2, comparez la séquence d'acides aminés de l'hémoglobine normale et l'hémoglobine anormale et précisez la nature de l'anomalie. Troisième question, quelle hypothèse pouvez-vous déduire pour préciser la relation entre une information génétique et la structure de la protéine qu'elle détermine? Comme toujours, arrêtez la vidéo pour réfléchir un peu et répondre aux questions tout seul et après vous démarrez votre vidéo pour continuer votre cours.
Si on commence par la première question, expliquer ou mettre en évidence la relation gène-enzyme. La voie métabolique de la synthèse de l'arginine par Neurospora crassa nécessite la présence de 3 enzymes différentes, E1, E2 et E3. La souche sauvage, qu'on présente comme Arg+, est capable de se développer dans les différents milieux, qu'on appelle milieu minimal ou MM, noté MM, supplémentés en diverses molécules. C'est-à-dire qu'ils sont capables de synthétiser les différentes enzymes nécessaires E1, E2 et E3. La souche mettante, qu'on présente comme Arg-, la souche 3, Neurospora crassa, est incapable de se développer sur le milieu minimum, mais elle est capable de se développer sur le milieu enrichi en ornithine. C'est-à-dire qu'il ne transforme pas le précurseur en ornithine, mais capable de transformer l'ornithine en citrulline, puis en arginine, donc son enzyme E1 est non fonctionnel. La souche mettante 2, qu'on nomme toujours Arg-, est capable de se développer sur un milieu enrichi en citrulline, donc possède une enzyme E3 fonctionnelle pour transformer la citrulline en arginine. Donc elle est incapable de synthétiser les enzymes E2 et E1. Alors que la souche mutante 1, Arg-, toujours, ne se développe pas sur un milieu enrichi en arginine car elle n'a pas les enzymes nécessaires et ne se développe que sur un milieu enrichi en arginine, car il n'a pas les enzymes nécessaires pour la transformation des substances de la chaîne de biosynthèse de l'arginine. La souche mutante est incapable de synthétiser l'arginine à partir du précurseur à cause de son incapacité à synthétiser les enzymes nécessaires, puisque les gènes sont impliqués dans la fabrication des enzymes et la mutation est un changement au niveau du gène, donc il y a une relation gène-enzyme. Et puisque l'enzyme est une protéine, donc il y a une relation gène-enzyme. Comme deuxième question, on demande de comparer. Alors si on compare ces deux brins, on constate qu'à ce niveau-là, on a ici un A, et là on a un T. Donc le T a été substitué par A. Cette substitution a donné des protéines différentes. Alors si on compare les protéines, on voit bien qu'il y a les mêmes acides aminés, mais au niveau de l'acide aminé numéro 6, on a dans le cas normal l'acide glutamique, alors que dans le cas de l'anémie falciforme, on a une valine. Ça veut dire que la protéine, c'est-à-dire l'acide aminé, acide glutamique, a été modifié ou substitué par une valine. Donc la comparaison de l'enchaînement des acides aminés entre une hémoglobine saine HbA et une hémoglobine drépanocytaire HbS fait apparaître une différence essentielle. L'acide aminé numéro 6 est différent entre les deux chaînes, l'acide glutamique étant remplacé par une valine dans la séquence d'hémoglobine drépanocytaire. Cette modification est responsable à elle seule de l'agrégation des molécules d'hémoglobine drépanocytaire entre elles, déclenchant alors les symptômes de la maladie. Pour déterminer l'origine de cette différence, on analyse la succession nucléotidique des deux allèles qui se situent sur le chromosome 11. Les deux allèles diffèrent par un seul nucléotide position 21. Donc, position 21. Substitution des nucléotides T dans l'allèle HbA par le nucléotide A dans l'allèle HbS. Donc, l'allèle HbS est le résultat d'une mutation de substitution. La forme de l'hématie est un caractère héréditaire déterminé par une protéine d'hémoglobine codée par un allèle. L'allèle sauvage produit une protéine normale qui donne à l'hématie sa forme ronde qui est normale, alors que l'allèle muté produit une protéine anormale qui donne à l'hématie sa forme de fossile. On déduit donc qu'il y a une relation gène, protéine et caractère. Troisième question, on nous propose proposer des hypothèses. L'ordre et la nature des acides aminés ou séquences des acides aminés d'un polypeptide dépendent de la séquence des nucléotides de l'ADN du gène qui le code. Une mutation peut entraîner une modification de la séquence des acides aminés qui, à son tour, pourra entraîner une modification de la confrontation de la protéine et généralement une modification de sa fonction. La séquence des nucléotides de la molécule d'ADN représente donc une information génétique qui dicte la séquence des acides aminés des protéines. On déduit qu'il existe une relation étroite entre un gène et une protéine et que les protéines sont l'expression directe
de l'information génétique. Donc, comme hypothèse, c'est qu'il y a une relation directe entre la succession des acides aminés et celle des nucléotides au niveau, bien sûr, de gènes. Remarque. La drépanocytose, c'est-à-dire l'anémie falciforme, est due au changement d'un acide aminé dans la séquence polypeptidique de l'hémoglobine. Ceci entraîne une modification de la solubilité de l'hémoglobine HbS prenant un aspect fibreux, ce qui déforme les hématies. Elles vont avoir une forme de fossile. Ceci entraîne une difficulté respiratoire, d'où l'anémie falciforme. Ces changements entraînent à l'échelle de l'organisme, c'est-à-dire l'anémie, la maladie qu'on peut observer qu'il y a une maladie. À l'échelle cellulaire, les hématies, ils ont une forme en fossile au lieu d'être globulaire. Et à l'échelle moléculaire, donc il y a solubilité de l'hémoglobine modifiée, ou bien sûr, ceci est dû à une modification au niveau de l'ADN, c'est-à-dire la molécule d'ADN. Mais comment une molécule d'ADN peut-elle constituer une information? Comment cette molécule peut-elle indiquer à la cellule comment synthétiser l'hémoglobine HbA ou HbS? Donc tout ça, ce sont des questions qu'on peut se poser et qu'on doit chercher bien sûr des réponses. Activité numéro 2. Comment la cellule produit une protéine à partir d'un gène? On va voir l'activité de 1, c'est-à-dire on va chercher quel est le lieu et les conditions de l'expression génétique, c'est-à-dire la formation de la protéine. Quelle constatation et expérience? La première constatation. Dans l'organisme, certaines cellules ont une intense activité de synthèse de protéines. Cellules des glandes digestives, telles les cellules des glandes digestives qui synthétisent des enzymes digestives. Voilà une cellule qui peut synthétiser une enzyme. Cellules des glandes hormonales qui synthétisent des hormones de nature protéique, insuline, glucagon, etc. On a remarqué que de telles cellules sont particulièrement riches en ribosomes, alors que dans les autres cellules, les ribosomes sont peu nombreux. On voit que la cellule, elle contient des organites en plus du noyau. Il y a les mitochondries qu'on connaît déjà. Il y a ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique rugueux. Donc on parle de rugueux parce qu'elle a des points ici, on appelle ce sont des ribosomes. Ces points-là, ce sont aussi des ribosomes qui sont libres. Cet organite, c'est l'appareil de Golgi. Et cela, bien sûr, ce sont des vésicules qu'on appelle vésicules de Golgi ou vésicules de sécrétion. Donc, il va y avoir sécrétion de la substance qui est synthétisée à l'extérieur de la cellule. Deuxième constatation. Les hématies de globules rouges, appelés aussi érythrocytes, sont des cellules différenciées, spécialisées, qui transportent l'oxygène et le CO2, c'est-à-dire les gaz respiratoires, grâce à une protéine qui est l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine est synthétisée par la globule rouge. Ces hématies se forment à partir de cellules non différenciées appelées érythroblastes. On a constaté que les érythroblastes ont des noyaux et contiennent des ribosomes, alors que les hématies sont sans noyau et dépourvues de ribosomes. Les hématies sont donc incapables de synthétiser l'hémoglobine, alors que les érythroblastes en sont capables. Expérience. On cultive des érythroblastes dans un milieu nutritif contenant des acides aminés radioactifs marqués au carbone 14. Après quelque temps, on constate que la radioactivité se manifeste dans les ribosomes et dans les protéines et dans la protéine synthétisée, ce qui prouve que les substances acides aminés radioactifs vont s'associer pour former une protéine, c'est-à-dire la protéine synthétisée qui est l'hémoglobine. Donc, comme question, en exploitant ces données, déterminer les structures cellulaires impliquées dans la synthèse des protéines, sachant que l'information génétique d'un caractère nécessite la synthèse d'une protéine, se trouve dans le noyau. Et quelle hypothèse pouvez-vous formuler pour expliquer la relation gène-protéine? Arrêtez la vidéo pour chercher des réponses tout seul et redémarrer votre vidéo. Donc, comme première question, d'après le document 1, on constate que les structures impliquées dans la synthèse protéique peuvent être mises en évidence par l'autoradiographie.
et permet de suivre la synthèse des substances par marquage radioactif. Donc on introduit des métabolites qui sont radioactifs dans la cellule et on va suivre leur succession, c'est-à-dire leur passage dans ces différents organites jusqu'à leur sortie. Et cela peut être par autoradiographie. Dans la cellule, les différents organites intervenant dans la synthèse protéique sont, à part le noyau, les ribosomes, qui sont des organites cellulaires constitués de protéines, 20% de protéines, et d'ARN, 80%, sous forme de particules plus ou moins sphériques formées de deux sous-unités, une grande et une petite. Les ribosomes peuvent être groupés sous forme ce qu'on appelle un polysome ou être fixés sur le réticulum endoplasmique. Donc un ribosome est formé de deux sous-unités, la grande sous-unité et la petite sous-unité. Ils peuvent être fixés sur le réticulum endoplasmique rugueux, soit libres dans le cytoplasme, soit associés comme ça, et on parle de polysome. L'appareil de Golgi, ensemble de sacs aplatis. Voilà donc un appareil de Golgi. Appareil de Golgi, c'est un ensemble de sacs aplatis proches du noyau qui émet des vésicules qu'on appelle vésicules golgiennes. Le réticulum endoplasmique, ensemble de sacs plats sillonnant la cellule. Donc, peut être granuleux REG, c'est-à-dire tapissé de ribosomes, peut être lisse REL, c'est-à-dire il n'est pas tapissé de ribosomes, tel le cas qu'on a vu dans le muscle. Le réticulum endoplasmique, c'est-à-dire le réticulum sarcoplasmique, qui était riche en calcium, c'est un réticulum endoplasmique lisse. Donc, la synthèse de protéines nécessite la présence de diverses molécules ADN dans le noyau, ainsi que d'autres structures cellulaires, les organites tels que le ribosome, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique dans le cytoplasme. Donc, l'information génétique se situe au niveau du noyau, alors que la synthèse de protéines se fait dans le cytoplasme. L'appareil de Golgi, donc c'est un ensemble de sacs, et le réticulum endoplasmique, donc c'est un ensemble de sacs sillonnant, bien sûr, la cellule. La deuxième question, d'après tout ça, sachant que l'information génétique d'un caractère se trouve dans le noyau, quelle hypothèse peut-on formuler pour expliquer la relation gène-protéine? Donc, comme hypothèse, pour expliquer comment une information stockée dans le noyau peut-elle permettre la synthèse des protéines localisées dans le cytoplasme, on suppose la présence d'un intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme. C'est-à-dire que l'ADN se trouve dans l'ADN et ne peut pas sortir. Il est de grande taille et les pores sont trop petites pour qu'il puisse sortir. Alors que la synthèse se fait au niveau du cytoplasme. Et on a vu dernièrement que n'importe quelle modification au niveau de l'ADN entraîne une modification au niveau de la synthèse, de la succession des acides aminés. Donc, quelle relation peut-on avoir ou comment l'ADN contrôle la synthèse des protéines? Donc, pour cela, on suppose qu'il y a un intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme. Activité 2.2. Recherche de l'intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme. Pour cela, on va voir 3 documents. Document 1, expérience d'autoradiographie, injection de l'uracile radioactif. En 1951, Brachet démontre la présence des substances intermédiaires. Première expérience, on fournit des acides aminés radioactifs à une cellule, on constate l'apparition de protéines radioactives dans le cytoplasme. Deuxième expérience, on énuclée une cellule, c'est-à-dire on enlève le noyau, on observe qu'il ne synthétise plus de protéines. Alors que la troisième expérience, on place des cellules dans un milieu contenant de l'uracile radioactif pendant 15 minutes. L'uracile est une base azotée absente dans l'ADN, puis on les transfère sur un milieu de culture non radioactif pendant 1h30. Au niveau cellulaire, la radioactivité est repérée par la formation de grains noirs, tels les figures A et B, représentent les autoradiographies obtenues. Remarquez ici, c'est-à-dire le noyau, après 15 minutes, est devenu radioactif, donc plein de points. Donc, autoradiographie entraîne qu'il y a la radioactivité au niveau du noyau. Si on prend ce noyau et on le donne à une autre cellule dont on a enlevé le noyau, on constate qu'il y a les granulations, c'est-à-dire la radioactivité qui est à l'extérieur. Donc, quelque chose est sorti du noyau vers l'extérieur. Document 2.
En 1940, Brachet réussit à mettre en évidence des acides nucléiques grâce à un colorant, le vert de méthylpéronine. Le vert de méthyle colore l'ADN en vert et la péronine colore l'acide ribonucléique au ARN en rouge. La figure 50. On marque ici observation microscopique et là un dessin. Et on constate qu'il y a des colorations qui varient suivant les molécules qui sont dans la cellule. Si on traite une coupe par la ribonucléase qui détruit l'acide ribonucléique, le méthylpéronine colore simplement l'ADN restant dans le noyau en vert. C'est-à-dire on élimine l'ARN par la ribonucléase et on constate que l'ADN se colore en vert. Si on traite une coupe par la désoxyribonucléase, c'est-à-dire on élimine l'ADN qui détruit l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire l'ADN, le méthylpéronine colore simplement l'ARN restant dans le noyau en rouge. Troisième expérience, qui est la plus importante, les cytochimistes sont capables de prélever des polysomes, de libérer les ribosomes et récupérer le filament restant. Pour déterminer le rôle de ce filament, on a réalisé les expériences suivantes en utilisant une technique spéciale qui permet de séparer par électrophorèse, puis d'identifier et de doser spécifiquement les différentes sortes de protéines synthétisées par ces cellules depuis le début de l'incubation. Des érythroblastes de lapin sont cultivés dans un milieu contenant un acide aminé radioactif, l'histidine par exemple. Les protéines fabriquées par les érythroblastes sont ensuite extraites et soumises à une électrophorèse qui montre un pic radioactif X spécifique de l'hémoglobine du lapin. Donc on a ici un érythroblaste du lapin qu'on va traiter bien sûr, l'incubation, etc. Et lorsqu'on a fait l'électrophorèse, on trouve qu'il y a un pic. Ce pic, bien sûr, présente la présence d'une protéine, c'est l'hémoglobine du lapin. B. On fait incuber des œufs d'amphibiens, l'oxynope, dans un milieu contenant de l'histidine radioactive. L'électrophorèse montre alors deux pics protéiques X et Y spécifiques des protéines produites par les œufs d'oxynope. La même expérience est faite par les œufs d'oxynope et on trouve qu'il y a que ces œufs, ou le coup chaque œuf peut synthétiser ce qu'on appelle des protéines, et on a ici deux pics, la protéine A et la protéine B, qui sont bien sûr spécifiques au xénope. La troisième expérience, on prélève de l'ARN dans le cytoplasme des érythroblastes de lapin et on l'injecte dans les œufs du xénope, que l'on fait ensuite incuber dans un milieu contenant de l'histidine radioactif. On réalise ensuite une électrophorèse. Les conditions et les résultats sont exprimés ou présentés dans le document suivant. Donc, on injecte l'ARN dans l'œuf de xénope et on fait incubation, etc. Puis on fait l'électrophorèse et on trouve ici qu'il y a trois pics. Ce pic-là correspond à l'hémoglobine du lapin et ces deux-là, bien sûr, correspondent au pic de l'hémoglobine du xénope. Comme question, en exploitant les données des documents 1 et 2, justifiez les affirmations suivantes. L'ADN est indispensable à la synthèse protéique. L'ARN est produit dans le noyau, puis passe du noyau au cytoplasme. Les protéines sont synthétisées dans le cytoplasme. Et proposer des hypothèses sur la nature chimique de l'intermédiaire. Enfin, expliquer les résultats du document 3. Peut-on affirmer l'hypothèse proposée? N'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour répondre aux questions tout seul. Comme réponse. D'après les résultats des expériences 1 et 2, une cellule sans noyau est incapable de produire des protéines. On a vu ici qu'une cellule sans noyau est incapable de synthétiser des protéines. L'uracile est une base azotée spécifique de l'ARN. L'utilisation de l'uracile marqué radioactif permet de localiser le lieu de son incorporation, c'est-à-dire le noyau. Donc l'ARN est produit dans le noyau et présence de l'ADN. Remarquez ici. On a la coloration verte qui indique que le noyau contient l'ADN, mais on a ici la coloration rouge qui indique qu'il y a la présence de l'ARN. Et on constate qu'à l'extérieur, dans le cytoplasme, il y a la coloration rouge, donc il y a présence de l'ARN. On peut déduire que l'ARN est formé dans le noyau à partir de l'ADN
pour sortir vers le cytoplasme. La réapparition de la radioactivité dans le cytoplasme après le transfert du noyau radioactif montre que l'ARN formé ne reste pas dans le noyau, mais sort par les pores nucléaires vers le cytoplasme. Et l'incorporation d'un acide aminé au sein d'une protéine s'effectue toujours dans le cytoplasme. Comme hypothèse, l'ARN formé sera le vecteur de l'information génétique et l'intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme. Deuxième question. Les documents montrent que chaque espèce produit des protéines caractéristiques. Là, l'hémoglobine du lapin et là, l'hémoglobine ou les protéines du xénope. Les œufs du xénope normaux sont incapables de produire l'hémoglobine, contrairement à ceux injectés par l'ARN provenant du lapin sont capables de produire de l'hémoglobine radioactive après quelques heures. Ceci affirme notre hypothèse que l'ARN porte donc l'information génétique et on l'appellera ARN messager, noté ARN petit m. Chez les eucaryotes, l'ADN est localisé dans le noyau, alors que les protéines sont produites dans le cytoplasme. L'ADN ne peut sortir du noyau étant donné qu'il est plus gros que les pores nucléaires. On observe ainsi que notre molécule, présente à la fois dans le noyau et dans le cytoplasme, se forme dans le noyau et ressort vers le cytoplasme. Cette molécule joue le rôle de messager de nature chimique qu'on appelle l'acide ribonucléique, l'ARN, noté ARN M. Alors, qu'est-ce que l'ARN? L'analyse chimique de l'ARN a permis de déterminer ses composants chimiques. Les résultats sont représentés par la figure 1, la figure 1, et alors que la figure 2 donne la structure de l'ARN. À partir du document 1, déterminez les composants de l'ARN et que peut-on déduire sur sa structure. À partir de vos connaissances et le document 2, comparez les molécules d'ADN et de l'ARN en complétant le tableau ci-dessous. Et que peut-on déduire? Donc, d'après ce qu'on a ici, on constate que l'ARN, c'est-à-dire l'ARN, l'acide ribonucléique, est un polymère, c'est un polymère de nucléotides qu'on appellera ribonucléotide composé d'un acide phosphorique H3PO4, le voilà, un sucre, le ribose, C6H10O5, alors que le désoxyribose était C5H10O4, et d'une base azotée, C, cytosine, guanine, adénine et uracile. Donc on a ici l'absence de la thymine. Donc la thymine a été remplacée par l'uracile. L'ARN est donc une séquence de ribonucléotides. Si on compare l'ARN avec l'ADN, l'ADN est un double bras hélicoïdal alors que l'ARN seulement un seul bras. Comme comparaison, les molécules de l'ADN et l'ARN montrent que l'ARN, tout comme l'ADN, est constitué d'un enchaînement de nucléotides. Mais une molécule de l'ARN n'est constituée que d'une seule chaîne de nucléotides où les thymines sont toujours remplacées par les uraciles. Comme l'ADN, l'acide ribonucléique messager ou ARNM est devenu le support de l'information génétique et présente en outre 5 particularités. Au lieu de présenter ça sous forme de tableau, on va en parler. L'ARN est formé d'un bras unique de nucléotides, bras monocaténaire. Par contre, l'ADN est bicaténaire. L'ARN est une courte séquence de nucléotides car elle ne correspond qu'à un seul gène, alors que l'ADN est un ensemble de gènes, donc une grosse molécule. Le glucide des nucléotides est le ribose, alors que dans le cas de l'ADN, c'est un désoxyribose. La base azotée thymine est remplacée par le racile U, alors que l'ARN a une durée de vie courte, c'est-à-dire quelques heures en général, alors que l'ADN reste toute la vie. L'ARN est synthétisé dans le noyau et peut migrer dans le cytoplasme en passant par les pores de l'enveloppe nucléaire en portant donc l'information génétique vers le cytoplasme. Activité 2.4. Comment se fait la transcription, c'est-à-dire comment peut-on avoir l'ARN à partir de l'ADN. L'ADN est protégé dans le noyau et ne peut pas en sortir. Les pores nucléaires étant trop petits, les protéines étant fabriquées dans le cytoplasme, la première étape de l'expression d'un gène
est la synthèse d'un messager qui transportera l'information génétique vers le lieu de synthèse des protéines. Cette étape est la transcription qui permet la synthèse de l'ARN messager. Le document suivant montre le mécanisme de la transcription. Donc là, en rouge, on a l'ADN, alors que ces petits brins qui en sortent, ce sont bien sûr l'ARN. Là, une molécule bicaténaire de l'ADN, formation d'une molécule monocaténaire de l'ARN. Et là, une observation plus grande pour comprendre comment se fait cette transcription. Question. À partir du document, rédiger un ensemble expliquant la transcription. Les mots suivants doivent être utilisés: le brin transcrit, le brin non transcrit, l'ARN polymérase, uracile, thymine, ADN, ARNM. Quelle information peut-on tirer du document? Donc arrêtez la vidéo. Alors, comme réponse, à partir du document 1, rédiger un résumé expliquant la transcription. Donc, on parle de mécanisme de la transcription. La transcription est l'opération qui consiste à copier une information codée par l'ARN en une information identique codée sous forme d'ARN. Et elle se déroule dans le nucléoplasme, c'est-à-dire dans le noyau. L'ADN étant une molécule bicaténaire, mais seule une des deux chaînes est transcrite. La chaîne d'ADN qui sera transcrite en ARN est le brin 5', 3', appelé le transcrit. Le brin d'ADN complémentaire du transcrit correspond au brin codon. Le brin codon représente donc la séquence du gène brin 3', 5'. Remarque, sur l'ADN, chaque gène est précédé d'une séquence de nucléotides appelée promoteur, qui indique à la fois le brin à transcrire et le début de la zone à transcrire, et permet également la fixation de l'enzyme. L'ARN polymérase, c'est-à-dire l'ARN polymérase, ARN-pol, et se termine par un site de terminaison qui permet l'arrêt de la synthèse de l'ARN et sa libération. C'est-à-dire au niveau de la molécule d'ADN, au niveau du gène, il y a au début du gène une partie qu'on appelle promoteur, qui permet le début de la transcription, et à la fin, il y a un site de terminaison qui indique bien sûr la fin de la transcription. Cette transcription fait intervenir un complexe enzymatique qui est l'ARN polymérase. C'est ça en vert, l'ARN polymérase qui va synthétiser l'ARN dans une seule direction, 5', 3', et va passer par 3 étapes. L'initiation. ARN polymérase vient se fixer sur un promoteur. C'est une courte séquence d'ADN qui indique le début du gène à transcrire en ARN messager. Élongation. L'ARN polymérase va transcrire un ARN complémentaire au brin qu'il est en train de lire. C'est-à-dire, s'il y a ici un A, elle va mettre un U. S'il y avait un T, elle va mettre un A. Et ainsi de suite. Donc, par l'ouverture et le déroulement de la double hélice d'ADN grâce à un complexe enzymatique qui est l'ARN polymérase, qui par la suite va incorporer les nucléotides libres en suivant la règle complémentarité de base azotée A avec un U, G avec un C, C avec un G et T avec un A. Donc en bleu, c'est un nucléotide du transcrit et le rouge, nucléotide de l'ARN. Terminaison. L'ARN polymérase reconnaît le site de terminaison et se détache du brin transcrit. On obtient alors un ARN pré-messager qui va subir une maturation pour devenir un ARN M. Les ARN M sont ainsi élaborés dont le noyau sont ensuite exportés via les pores nucléaires vers le cytoplasme. Le fait que ces ARN transportent le message contenu par l'ADN en dehors du noyau les a fait baptiser ARN messager ou ARNM. Remarque, chez les prokaryotes qui n'ont pas de noyau, comme les bactéries, la transcription a lieu directement dans le cytoplasme à partir de l'ADN. Quelle information peut-on tirer? Remarquez le deuxième document. Le voilà. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un brin qui est bleu et un brin qui est rouge. Remarquez le brin rouge, elle fait des boucles. Donc c'est une grande molécule, alors que le bleu est plus petite. Donc ce qui est en rouge, c'est l'ADN, et ce qui est en bleu, c'est l'ARN messager. Le document 2 montre le passage de l'ARN transcrit, c'est-à-dire l'ARN pré-messager, à l'ARN M,
et on parle de excision ou épissage de l'ARN prémessager. Chez les organismes eucaryotes, la transcription est une étape qui se déroule dans le noyau, à la différence des prokaryotes où elle se déroule dans le cytoplasme. Le gène eucaryote est morcelé, comporte des séquences codantes appelées exons, intercalées de séquences non codantes appelées introns. La maturation de l'ARN se fait dans le noyau des cellules eucaryotes, donc la totalité de la séquence d'un gène est transcrite sous forme d'une longue molécule appelée ARN prémessager, une molécule aussi longue que le gène. La maturation assure l'élimination des introns lors de l'excision, suivie de l'épissage des exons. Les exons sont alors liés bout à bout, de manière à former l'ARN messager, ARN-M mature. Ainsi, cette maturation aboutit à des ARN-M plus courts puisque débarrassés des séquences non codantes. Ces étapes sont catalysées par diverses enzymes nucléaires. Les ARN messagers matures migrent ensuite vers le cytoplasme. Donc, un ARN prémessager peut subir, selon le type cellulaire, des maturations différentes et donc être capable de synthétiser plusieurs protéines différentes. C'est l'épissage alternatif, c'est-à-dire qu'un même gène peut donc être à l'origine de plusieurs protéines différentes. Pour compléter cette vidéo, on va voir la transcription des protéines. Toutes les cellules ont besoin de protéines, que ce soit pour faciliter les réactions chimiques ou pour laisser passer des molécules d'un côté à l'autre de la membrane. La cellule ne peut se passer des protéines. Les cellules humaines synthétisent des dizaines de milliers de protéines différentes. Toutes les protéines sont des assemblages d'acides aminés. Il existe une vingtaine d'acides aminés différents, et un peu comme les lettres de l'alphabet qu'on peut assembler pour former une infinité de mots, la cellule place dans un ordre donné les acides aminés. Selon l'ordre des acides aminés, la protéine résultante aura une fonction particulière. Mais comment la cellule fait-elle pour savoir dans quel ordre elle doit assembler les acides aminés? En fait, il existe des recettes d'assemblage inscrites dans les gènes. Au cœur du noyau de la cellule, les molécules d'ADN conservent précieusement les recettes. Ces molécules ne peuvent sortir du noyau. Lorsque la cellule aura besoin de produire une protéine en particulier, elle devra d'abord faire une copie de la recette et par la suite apporter cette copie à un organite chargé de lire la recette et de la traduire en protéine. C'est le ribosome. Voyons les étapes plus en détail. La première étape se passe dans le noyau de la cellule eucaryote. Il s'agit de la transcription. L'ARN polymérase, une enzyme, se charge de déspiraliser l'ADN et de copier le gène en assemblant des nucléotides d'ARN complémentaires aux nucléotides d'ADN. On s'assure ainsi de respecter l'ordre des bases azotées du gène. Cette copie se nomme ARN prémessager ou nucléaire hétérogène. Avant qu'elle puisse sortir du noyau, il faut encore la transformer. Lors de cette maturation, on ajoute des nucléotides à chaque extrémité. La coiffe permettra à la molécule de sortir du noyau et servira de signal d'attache au ribosome. La queue facilitera son passage à travers l'enveloppe nucléaire et empêchera sa dégradation. Enfin, il faut retirer certaines portions non codantes appelées introns. C'est l'épissage. L'ARN messager est maintenant prêt. Il sort du noyau en passant par les pores de l'enveloppe nucléaire.